Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez et vous êtes dans le Podcast Tech. Aujourd'hui, je reçois Chris Saez dans le podcast. Il est le tech lead de chez Miro. Miro, c'est la startup qui fait de la mise en relation entre photographes et entreprises et ils ont levé plus de 230 millions de dollars ces dernières années. Dans ce podcast, on va parler de plein de sujets avec Chris. On va parler du modèle économique et le concept de Miro, de comment est-ce qu'ils choisissent de développer une fonctionnalité plutôt qu'une autre, de l'impact qu'a eu cette incroyable levée de fonds au sein de la société. On va faire aussi un zoom sur les problématiques qu'ils ont en termes de matching au niveau du photographe et de l'entreprise, mais aussi de problématiques beaucoup plus techniques sur les choix des technologies pour développer une application mobile entre cross-platform et natif. On va aussi parler des conventions de nommage et de code qu'ils ont décidé d'adopter au sein de leur application iOS et Android. Si vous aimez l'univers startup, si vous êtes développeur d'applications mobiles ou développeur tout court, ce podcast va vous plaire. Mais avant de commencer, petit instant publicité. Je viens de lancer une formation pour vous aider à cartonner en freelance. Alors je sais ce que vous vous dites, Lilian, tu vas faire ton vendeur de rêve, tu vas me faire croire que je vais, grâce à ta formation, devenir multimillionnaire en 3 jours. Alors je ne vous en veux pas de penser ça, étant donné que mon message ressemble certainement à tous les autres que vous pouvez entendre à longueur de journée par rapport à ça. Ce que je vous invite juste à faire, c'est à consulter le programme qui est ultra détaillé de la formation sur mon site lilianalvarez.com/formation. On ne se contente pas seulement d'apporter des cours vidéo et des fiches récap, il y a aussi tout un accompagnement de près de 5 heures par participant en individuel. Et si malgré tout vous n'êtes pas satisfait par la formation, au bout de 30 jours, on vous rembourse tout simplement. Mais le meilleur reste à venir. Si vous êtes entrepreneur, sachez que vous avez droit à un budget de formation tous les ans. Ce budget formation, nous, on va être éligible à le capter parce que nous sommes sur le point de devenir organisme de formation. Donc, il est possible, grosso modo, que la formation vous coûte 0 €. Si vous voulez savoir si c'est le cas, c'est tout simple. Vous avez juste à vous rendre sur le site internet lilianalvarez.com/formation et à postuler en bas en précisant votre code APE et votre structure juridique. Ça n'engage absolument rien, c'est nous. Juste, on va faire les démarches, on va se renseigner de notre côté pour savoir si vous êtes éligible ou non à un financement. Libre à vous de prendre vos décisions par la suite. J'arrête de faire mon vendeur de tapis, promis, et retour au podcast. Bonjour Christopher, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour Lilian. Ça va très bien, content du coup de te parler, de te rencontrer et du coup d'échanger sur les sujets justement qu'on va échanger. Super. Dis-moi, on a un petit peu échangé, on devait faire le podcast hier. Tu as eu un empêchement parce que vous avez une grosse mise en prod qui est prévue bientôt. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu sur quoi tu travailles en ce moment ? En ce moment, je travaille sur l'application photographe de Miro et du coup, va bientôt sortir sur TestFlight dans quelques semaines. On va d'abord faire une sortie sur TestFlight pour voir comment elle se comporte avant de faire une release finale. Et du coup, c'est dans moins de 2-3 semaines. Et hier, il y a un petit coup d'urgence pour savoir exactement comment on pouvait tout millimétrer entre les MEP, la recette, puisqu'on a différents environnements de recettes, la recette, les corrections, pour sans casser le cycle de release de qualité de release. En fait, on puisse rentrer du coup cette MEP avant juillet, avant que tout le monde parte en vacances. Ok. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, TestFlight, c'est un store privé qui a été créé par Apple et c'est un petit peu la pré-validation avant de déployer ça en production. Combien vous avez de photographes du coup qui sont sur TestFlight et qui vont tester l'application ? Alors, dans un premier temps, on va avoir entre 30 et 50 photographes triés sur le volet. On prend ceux qui sont les plus actifs, ceux qui étaient impliqués dans l'élaboration de cette app. Donc en fait, avant de faire l'app, on est allé chercher les photographes qui ont vraiment beaucoup aimé travailler avec Miro, qui avaient des retours très constructifs sur les points positifs et les points améliorés. Donc en fait, ceux-là, on les a triés. On les fait participer tout au long de l'élaboration de l'app, et c'est eux qui vont tester l'app du coup en premier. Et une fois que le test sera concluant, on va l'ouvrir sûrement à tous les photographes. Du coup, ça sera la release finale sur l'App Store et le Play Store. Voilà. Ok. Tu as dit une chose intéressante. Si le test est concluant, comment est-ce que vous savez si le test va être concluant par rapport à cette première bêta ?
On va voir déjà s'il n'y a pas de crash qui remonte Ok. dans Sentry, le log reporter qu'on a mis. Donc déjà, si du coup, globalement, s'il n'y a pas de crash, si on voit qu'il y a des crashs en rafale, bon, mais ça veut dire que là, on est tombé sur un cas qu'on n'avait pas vu et que des crashs, voilà, c'est quand même à éviter. S'il n'y a pas de point de blocage, c'est-à-dire par exemple aussi des écrans qui viennent à figer, donc on va dire aux photographes qui nous remontent s'ils viennent être restés bloqués sur des écrans. Ça, c'est vraiment ça. Et si du coup les fonctionnalités qu'on a embarquées, qui sont les fonctionnalités minimales pour vraiment avoir déjà le minimum vital pour l'application photographe, pour faire ce qu'ils doivent faire sur le terrain, bah du coup si ça marche. Donc s'ils nous disent bon c'est trop petit, c'est trop gros, ça on va le prendre en compte. Mais le plus important là, on va leur dire est-ce que toutes les fonctionnalités qui sont présentes, vous arrivez à les faire de bout en bout. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va récupérer leur feedback. On verra si ça n'a pas craché et on verra s'ils sont pas restés bloqués sur les écrans. Elle va permettre quoi cette application concrètement? Tu peux nous dire? Ouais, alors l'application, elle va permettre de faire exactement ce qu'ils peuvent faire sur le terrain, sauf que ils perdaient du temps. Il n'y avait pas la notion de temps réel avec les notifications push, c'est-à-dire ils avaient que les mails quand ils devaient recevoir des offres. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Miro envoie des offres de shooting photo à des photographes et ensuite ils acceptent ou ils refusent. S'ils refusent, on propose à un autre photographe. Et avant, ça se passe par mail et maintenant, ça se passera par notification push. Donc il y a plus de réactivité, voilà. Il y avait par exemple un point de blocage aussi qui était pas pratique, c'était ça arrive à des photographes qui sur le terrain se rendent compte que le client finalement il n'est pas là, donc ils peuvent pas prendre de photos et ils doivent prouver qu'ils étaient bien sur place et que la porte était fermée par exemple, ou alors que le client n'était pas prêt, ou plein de raisons. Et ça avant c'était ils devaient prendre leur smartphone, prendre une photo, ensuite transférer la photo sur l'application desktop ou aller sur Safari mobile et uploader la photo. Bref, ils devaient quitter l'appareil photo pour aller sur un site web et uploader. Et des fois, ils devaient faire ça une fois qu'ils étaient rentrés chez eux et ils avaient, voilà. Pareil, ça c'est une fonctionnalité qui va se retrouver sur l'application mobile où on va pouvoir, lors d'un shoot, directement dire j'ai un problème, prendre une photo et du coup avec la localisation tout ça, on saura qu'il dit vrai et donc il y avait un problème et on pourra le rembourser ou vous reprendre un rendez-vous pour un autre shoot. Voilà. D'accord. Donc c'est intéressant parce que tu dis ok, on va envoyer une notification. Si la personne refuse, on va envoyer la notification à quelqu'un d'autre. À aucun moment vous allez envoyer le même job à plusieurs photographes. Non, parce que on veut déjà il y a en général les photographes, ils ont ce qu'on appelle alors, en interne on appelle ça des badges, ils ont des spécialisations. Donc ça dépend de leur matériel, des exigences clients et tous les photographes ne savent pas par exemple prendre des photos sur de la nourriture. Certains sont spécialisés dedans, d'autres non. Et certains habitent dans la région qui est juste à côté et d'autres plus loin. Et du coup en fait il y a un ciblage et à chaque fois on va interroger les plus à même à être capables de prendre la photo. Et s'ils disent non, ben évidemment, on va entre guillemets reculer jusqu'à être sûr de dire bon, on n'a aucun photographe. Mais on évite du coup de répondre d'envoyer une offre à tout le monde, alors qu'on sait qu'il y a des photographes qui sont vraiment, qui vont être capables de le faire dans des très bonnes conditions parce qu'ils habitent très près, parce que ils ont le matériel pour ça. Et du coup, on améliore la chance d'avoir un bon shooting photo. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on fait ça vraiment photographe par photographe. Et c'est un algorithme qui fait ça toutes les 10 minutes, je crois, ou dès qu'il voit qu'on n'a pas de réponse ou qu'on a une réponse négative, dans ce cas-là, ça envoie notre photographe. D'accord, donc vous avez quand même dû développer un algorithme de matching entre la mission et le photographe. Exactement. Ok, donc il y a quand même dû avoir un gros travail au niveau des critères quelque part qui comptent, comme le matériel, tu disais, la typologie de la photographie, etc., etc. Exactement. Ça, c'est un travail qui est fait en amont par une équipe qui s'occupe d'onboarder les photographes. Donc c'est là qu'ils lui disent qu'est-ce que tu sais faire. Par exemple, moi je suis spécialisé dans l'immobilier, je suis spécialisé dans la nourriture. Ok, je coche. Et c'est quoi ton matériel? Est-ce que tu as un Canon, un Nikon? Est-ce que tu as un réflexe? Est-ce que tu as voilà, je dis des mots comme ça. Oui, non, ok. Ah, je sais que Uber eux demandent seulement du réflexe ou je dis des bêtises, voilà, Uber Eats ou voilà, notre client demande ah ben moi je veux que du Canon parce que ça correspond à des exigences de notre côté pour plein de raisons. Et là, tout de suite, en fait, on peut ça aide tout de suite à plus tard à pusher des offres de shoot ciblées sur les photographes, voilà, qui correspondraient le mieux aux critères. D'accord.
Aujourd'hui, qui sont vos clients qui ont besoin de ces photographes-là? Alors, pour l'instant, on est sur la nourriture et sur l'immobilier. Et après, on a des tests en interne. Je sais pas si je peux en parler sur une autre verticale. Donc sur un autre secteur. La nourriture et l'immobilier, c'est quoi? C'est Uber Eats, par exemple. C'est tous les restaurants qui ont besoin de prendre des photos sur leurs nouveaux plats, par exemple. Et l'immobilier, ça va être Airbnb, ça va être la forêt, sur tout ce qui est de la location ou de la vente d'appartements où il faut prendre des jolies photos. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est ces deux secteurs qui sont utilisés en prod chez Miro. Voilà. Donc plutôt B2B actuellement plutôt que du B2C. Enfin, du B2B. Oui, du B2B, on peut dire. Donc B2B, aujourd'hui, il n'y a pas un particulier qui va dire moi j'aimerais bien faire un shooting photo parce que je vais aller faire du sport ou je sais pas, je vais faire une séance shooting. Ils vont pas venir sur Miro. Je pense pas, parce que de point de vue nous, on préfère des gros clients sur lesquels en fait on peut industrialiser tout le processus. Et en fait, ces clients-là, eux, ils savent aussi comment on marche. Et donc du coup, eux, ils ont déjà préparé, par exemple, des choses pour nous, et nous, on a déjà préparé des choses pour eux. Alors qu'un particulier, le temps que ça se mette en place, ça a des coûts, et en fait, ça risque d'être grignoté sur la marge qu'on ferait sur le shoot. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on a monté en place, c'est vraiment sur des clients qui sont capables de eux-mêmes se mettre à l'échelle de scaler leur façon d'accepter des gens qui vont prendre des shoots pour eux. Je sais pas si c'est assez clair. Mais voilà, il faut des structures qui sont capables de mettre en relation les opérationnels de chez nous avec chez eux, pour que quand on leur dit tenez, vous pouvez aller chercher les shoots sur ce FTP ou sur ça, ils savent tout de suite. Ils ont un espace ici, ils ont un espace là. Quand on va partir à des particuliers, on sait pas sur qui on va tomber. Donc ça peut prendre beaucoup de temps et au final, on a perdu de l'argent. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, comment ces institutions, comme tu disais, par exemple Uber Eats, Airbnb, ils vous connaissent? Vous avez des commerciaux en interne qui vont faire ce travail de relationnel avec ces grosses boîtes-là, ou comment ça se passe? C'est exactement ça. On a des commerciaux qui regardent quelles sont les boîtes. Alors du coup, dans le monde entier, parce que Miro, ils sont sur tous les continents. Et du coup, on a des commerciaux qui parlent dans toutes les langues sur tous les continents. Et du coup, ça permet, on démarche, on regarde quelles sont les entreprises locales. On sait que Uber Eats, par exemple, ils sont dans le monde entier. Mais les commerces, du coup, il y a Uber Eats Latam, il y a Uber Eats États-Unis, il y a Uber Eats machin. Donc on sait que il va falloir quelqu'un qui parle espagnol, quelqu'un qui parle américain, peut-être que même quelqu'un qui est sur place pour comprendre les contraintes qui sont différentes. Donc soit on a des opérationnels sur place ou des commerciaux sur place qui comprennent mieux les problématiques sur le terrain, parce que quand même on a des problématiques de terrain avec le photographe. Et à partir de là, c'est comme ça que ça se fait. Donc oui, il y a un démarchage commercial sur comment on fonctionne en termes d'industrialisation, en termes de ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Et pour qu'après, les clients disent OK, on travaille avec vous, ou non, on peut pas travailler avec vous. Voilà. Mais oui, tout à fait, c'est comme ça que ça marche. Quel est le modèle économique aujourd'hui de Miro? Alors, ça se prononce Miro. Miro, excuse-moi. Ouais, non, t'inquiète, pas de problème. T'inquiète. Et Miro, le modèle économique, c'est les clients, ils disent on a un shoot, on a des shoots à faire, on a 50 shoots, on met sur la table par exemple, d'accord, je vais dire un chiffre rond pour comprendre, on met 1 000 € sur la table, et ensuite nous on fait toute la partie recherche de photographes, sélection de photographes, on cherche le bon photographe, on lui dit tiens, on te propose pour forcément on prend une commission. Et ça dépend de plein de critères. En moyenne, c'est combien la commission? Franchement, je sais pas, pour pas te répondre, je ne connais pas le chiffre. Et tu connais pas le chiffre? Moi, je connais pas le chiffre de la commission parce que je crois que c'est quelque chose qui peut varier en fonction de la négociation, en fonction de ça. Je veux pas dire de bêtises. Je sais pas si c'est fixe ou pas fixe. Et je sais pas si ça. T'as pas une fourchette à l'esprit? Franchement, je risquerais de dire des bêtises. Donc je pourrais te dire comme de je sais pas, le modèle App Store 30%. Je sais que c'est quelque chose c'est un peu le secret commercial parce que c'est un peu de ce qu'on nous a dit, on a déjà plus ou moins demandé, on nous a dit c'est un secret commercial dans la mesure où les concurrents, ils ont envie de savoir combien on prend pour commencer à proposer moins, si tu vois ce que je veux dire. Donc je ne sais pas. Forcément, il y a quelque chose qui fait
les coûts, la marge. Donc, à partir de ça, il reste une partie au photographe. Donc, je peux vraiment pas te répondre. Hein. Je sais que c'est une question que certains nous demandent. Et je sais pas si ça varie ou pas, peut-être, en fonction des clients, en fonction de la complexité de tout ça. Mais je ne connais pas la marge. Et je crois que il y a très peu de monde, c'est sauf la partie commerciale. D'accord. Même au sein de ta boîte, l'information, elle est quand même, elle est pas trop connue. Sur celle-là, ouais, moi, je sais pas, moi, naïvement, j'ai un ordre de grandeur. Je dirais peut-être sur le modèle de l'App Store, par exemple, tu vois, où on prend 30%, parce que il y a les coûts du serveur, voilà, des bêtises. Donc, je ne sais pas si c'est 30% plus ou moins. Franchement, j'en sais rien du tout. Donc, je me doute qu'on doit faire forcément de la marge sur le photographe, que le photographe doit gagner sa vie, et que nous, on a des coûts sur la mise en relation, sur la prospection, en amont, la qualification. Je ne sais pas combien ça représente, vraiment. Ok. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Miro? J'ai rejoint Miro en juillet, donc ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Donc, ça fait à peu près 1 an que vous travaillez sur la première version de l'application? Alors, ça fait pas 1 an, puisque moi j'étais le premier. Ensuite, j'ai recruté Thomas et Clément, qui sont 2 devs iOS Android, qui font les deux d'ailleurs maintenant. Et du coup, on va dire le développement de l'application, il a commencé vraiment en novembre. Début novembre, on avait choisi comment on allait le faire. On avait toutes les billes, on avait les premiers écrans. On savait, ok, on va partir sur telle architecture, on va faire ça. Thomas, il a rejoint l'équipe si je dis pas de bêtises, ouais, le 7, autour du 7 octobre. Clément, c'était fin septembre. Et moi, j'avais pris un mois de vacances l'été, juste après avoir rejoint Miro, parce que j'avais posé des vacances, justement, avant j'étais freelance. Après, j'ai rejoint Miro et j'avais déjà booké un mois de vacances. Donc, l'idée, c'était de sécuriser les entretiens et les recrutements pour qu'à la rentrée, tous les périodes d'essai le préavis soit déjà bouclé et qu'on puisse commencer, du coup, en octobre, sereinement. Voilà. Et du coup, début novembre, on a commencé. Et après, pour te dire le temps que ça a pris, on a eu le télétravail avec les grèves là de Paris qui nous ont un peu impacté quand même, parce qu'il a fallu mettre en place le télétravail full time et tout. Voilà, et toutes les équipes étaient pas rodées à ça. Et après, on a eu le confinement où nous on a eu le chômage partiel. Donc en réalité, on n'a pas passé autant de mois que ça sur le développement de l'appli. Mais en termes de calendrier, là, ça s'est étalé sur 9 mois, presque 9 mois quand même. Ok. Et durant ces 9 mois, là aujourd'hui c'est la première release que vous faites auprès de photographes, ou il y en a eu quelques-unes où vous avez demandé à des photographes de tester à certains moments l'application? Ouais, on l'a montré quand elle était forcément un peu moins mature. On l'a déjà montré ce que ça allait donner, déjà histoire de voir si on faisait déjà pas fausse route. Donc on a invité quelques photographes à Miro. On leur a montré tous les écrans et avec un prototype sur Figma. L'équivalent de Sketch, d'accord. Donc on leur a monté un prototype, on leur a dit voilà, ça ressemblera à ça et ça. Et après tous les premiers écrans qu'on avait déjà fait, qui étaient déjà dynamiques, on leur a montré pour qu'ils puissent voir vraiment en live ce que ça allait donner. Donc on a fait ça, je crois que c'était en janvier ou février, ouais, on avait 2-3 photographes qui étaient venus dans les locaux. Ok. Donc après, de toute façon, la décision des fonctionnalités, j'imagine que vous les avez discutées avec les photographes pour savoir quel était le plus prioritaire pour eux, même par rapport au feedback que vous aviez pu avoir par rapport au site, qui est fonctionnel depuis un moment, j'imagine. Ouais, clairement. On avait déjà les points de friction. Ils nous avaient déjà remonté avant de faire l'app. Et il y avait des points de friction qui pouvaient pas être solutionnés. C'est-à-dire de la réactivité. Maintenant, il y a un intercom dans l'application en termes de réactivité pour contacter le CS. Il n'y a pas besoin d'aller quitter justement le flow. Je suis dans l'application, j'ai un problème, j'ai intercom. En fait, il y avait quelque chose qui avait été remonté qui fait on aimerait avoir plus de réactivité. Les notifications push apportent de la réactivité. Donc clairement, le sujet de la réactivité, on l'avait vu. On a attendu d'avoir suffisamment de feedback pour dire ok, c'est le moment de faire l'application mobile. Donc vraiment dans cette approche encore un peu lean startup où on fait le principal, qui était le site web. On est capable d'onboarder des photographes, on récupère des clients, on envoie un photographe sur le terrain, on récupère les photos. Ça marchait. Et maintenant, besoin de réactivité, que ça soit fait plus rapidement. Du coup, l'application mobile arrive là. Et ça, c'est clairement que c'était fait avant. C'était fait avant. Et du coup, ce qui fait que quand on leur a montré à quoi ressemble l'application, ils étaient cool qu'on avait finalement on l'avait concrétisé.
on avait concrétisé les premiers feedbacks. D'accord. Tu as rejoint Miro et juste après, il y a eu la levée de fonds qui a été annoncée. Alors, est-ce que tu peux me rappeler le montant? Parce que je crois qu'il y a eu plusieurs levées finalement. Alors, alors Miro, de ce que je me rappelle, ils ont fait 3 grosses levées, A, B, et je crois que celle-là, c'est la C, si je dis pas de bêtises. Il y avait plusieurs millions la première fois. Je crois la deuxième fois, c'était je crois que c'était autour de 16 millions la première fois, 45 millions en dollars la deuxième fois, et en dollars la troisième fois, 235 millions de dollars, je crois, un truc comme ça, ou 245 millions, 205 millions d'euros. Donc ça, voilà, c'était énorme. la troisième levée. Est-ce que tu as remarqué des impacts de cette levée de fonds au sein de la boîte, au sein de la manière de fonctionner, par rapport à tes expériences précédentes où il n'y avait peut-être pas eu ce flot d'argent qui arrive d'un coup dans la boîte? Alors moi, je suis arrivé quand c'était à peu près le début de la fin des recrutements ou le gros scaling, puisque du coup, quand j'ai commencé Miro en juillet, la levée de fonds avait été bouclée. Et il y avait eu du prévisionnel déjà, il y avait déjà eu des plans de recrutement, il y en a eu encore. Il y en a eu encore jusqu'à décembre. Et clairement, les choses vont vite. Il faut savoir onboarder plein de nouvelles personnes dans l'équipe technique, dans les interlocuteurs, le produit, les opérationnels. Clairement, c'est quelque chose. Hein. Moi, j'étais curieux déjà de voir comment j'allais être accueilli ou du jour au lendemain, on passe de 0 à 3 développeurs mobiles. Et ça s'est très bien passé pour le coup. Et voilà, ils ont tout fait en sorte pour que ils ont compris que l'onboarding des gens à Miro, c'était vraiment, ça allait être un vrai sujet. Donc on a 2 jours d'onboarding où pendant 2 jours on est formé à la photographie de base. Donc c'est là que j'ai touché mon premier appareil photo justement réflexe, les vrais avec les objectifs et pas numériques comme on a tous chez nous, enfin comme j'avais avant. Et voilà, donc j'avais 5 000 € dans les mains. Ah oui, c'est des beaux appareils photo alors. Il en faut pour tester aussi, faire des shoots en interne pour tester. Ouais, l'objectif coûte 3 000 € et l'appareil coûte 2 000 € quoi. Donc c'est des hauts de gamme. Hein. Donc voilà, ça pèse lourd. Hein. Et donc voilà, c'était intéressant d'avoir ces notions de luminosité, déjà pour comprendre un peu le métier du photographe. Donc ça c'était vraiment bien. Et voilà. Et ensuite voilà de rencontrer aussi les différentes équipes pour savoir quel est notre rôle à nous, la tech, dans toute la chaîne de Miro. Parce que nous on est en milieu de chaîne, il y a les avant et il y a les après. Et nous on est là. Quels sont les interlocuteurs pour qui on fait? Pour les photographes, pour les opérationnels. Par exemple pour la partie application photographe, et qui sont nos inputs, qui sont en fait on a formé des photographes, ils vont utiliser l'application, ils attendent ça. Donc ça c'était important aussi de savoir ça, et ça n'a pas été justement rogné dans le scale. Ça c'était très bien, c'est que ça est allé vite clairement, où il a fallu monter les équipes, enfin continuer à monter les équipes rapidement, à accueillir les gens, tout en disant il faut que vous connaissiez tout ce qui se passe chez Miro et le métier. Voilà. Est-ce que tu as vu des impacts? Par exemple, on dit souvent, enfin en tout cas moi je l'ai vécu, t'es dans une boîte, notamment une société de service, la notion du budget est une notion clé dans la rentabilité du produit. Dans une startup, je dirais plutôt SaaS, Software as a Service, alors je sais pas si je peux vous mettre dans cette catégorie, peut-être pas vraiment, mais il y a du terrain, donc je sais pas. Mais en tout cas, l'équation de la rentabilité, elle est moins évidente, et peut-être elle est moins, comme elle est moins évidente, vous avez moins de pression, surtout avec cette levée de fonds. Est-ce que toi, tu as ressenti une différence au niveau peut-être du management, au niveau de la pression sur l'équipe, par rapport à tes expériences précédentes, où voilà, il y avait un budget et on savait que si on allait dépasser, par exemple, tant de jours de développement, ça allait impacter la boîte, et du coup, il y avait des relations qui pouvaient en pâtir, où on allait sentir un petit peu un coup de pression des managers. Alors, moi je l'ai pas ressenti, et on n'a pas les robinets ouverts entre guillemets, si je peux prendre l'expression, où en fait c'est pas parce qu'on a 205 millions qu'il faut les flamber. Et justement, je pense que
de par nos expériences à moi et à Thomas et Clément, qui sont déjà les 3 développeurs mobiles, pour parler de nous. En fait, moi, je viens de la SS2I et de l'agence. Donc, c'est-à-dire, je suis habitué des budgets. Et le fait qu'on nous a dit, il faut quand même sortir une MVP. Finalement, c'est un peu l'approche. Il faut pas commencer à partir dans des, mais il faut aussi faire ça, faut ça. Non, faut restreindre. Faut restreindre les fonctionnalités pour avoir déjà le truc le plus fonctionnel possible. Et du coup, par conséquence, quelque chose qui fait qu'on va pas mettre beaucoup d'argent, si en plus on s'est trompé, puisqu'on veut tester. On veut être sûr que ce qu'on a fait, ça marche, ça correspond aux besoins des photographes. Donc à partir de là, à Miro, et je pense aussi dans d'autres startups qui ont levé d'argent, j'espère pour ces startups-là, on s'est pas dit on a l'argent qu'on veut pour faire ce qu'on veut. On s'est juste dit par contre, on veut une CI et pas du Jenkins parce que c'est plus compliqué à monter. On veut par exemple un Bitrise, ça coûte $40, ça nous fera gagner du temps en plus. Donc on l'a justifié, ok, pas de problème. Donc on le met. Tu vois ce que je veux dire? On avait besoin d'une licence Charles. On s'est dit en plus, vu on peut être en remote et tout ça, ou voir dans d'autres pays, on prend le multisite. Ça coûte juste 700 euros. C'est une licence à vie. On n'a pas dit, on va prendre le truc à 100 euros. Donc, on les justifie. Mais par contre, s'il faut faire une dépense comme ça, on le fait. C'est justifié. Et d'un côté, c'est bien aussi de le justifier parce que ça permet de savoir vraiment si on a réellement besoin d'une chose. Et dans le cas du coup, donc ça, c'était pour l'outillage. Et dans le développement, on s'est toujours dit, il faut quand même essayer de sortir l'application le plus rapidement possible, pour éviter en fait cet effet tunnel ou cet effet où on peut se tromper, on peut faire des choses en trop, alors qu'en réalité, il faut tout de suite demander les avis du photographe. Dans le cadre de l'application Miro. Donc vous arrivez quand même à vous restreindre et pas à partir en live parce qu'il y a plein de cash dans la banque. Complètement. Et je pense que c'était un peu le rôle des managers et c'est ce qu'a fait Miro et ils sont pas trompés sur il faut embaucher des gens avec des expériences pour encadrer des gens qui ont pas trop d'expérience pour éviter justement que ça soit un peu foufou, par exemple. Je pense que voilà. Donc on est bien encadré justement à tous les niveaux pour rester toujours les pieds sur terre. Ok. Tu m'as dit que avant de rejoindre Miro, tu étais freelance. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a motivé à switcher, parce que c'est quand même un petit switch entre les deux, et qu'est-ce qui t'a peut-être aussi poussé avant de te lancer en freelance? Puis parce que je crois qu'au début tu me disais que tu étais dans les sociétés de services, puis tu as fait freelance, puis ensuite tu es revenu dans une société, si je puis dire. Tu es revenu au salariat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes expériences et de ta prise de décision? Comment elle s'est faite? Ouais. Bah du coup, en plus, ça va parler aux gens qui t'ont déjà écouté sur la partie freelance et le choix de la société et le pôle emploi, tout ça. Je voulais monter ma boîte. Et en fait, quand je dis je voulais monter ma boîte, c'est-à-dire je voulais pas devenir freelance, mais je voulais être mon propre patron. Et j'avais eu une idée avec un collègue qui s'appelle Jean-Laurent. On était tous les deux dans la société de service Link Value, et on s'était dit, on a envie. Là, c'est le moment ou jamais. Là, maintenant, il y avait un bon timing qui s'était préparé. On avait assez d'expérience, on avait assez de contacts de clients. On s'est dit, il faudrait qu'on monte notre boîte parce qu'on a une bonne idée. Il faut qu'on la fasse, mais pour ça, il faut qu'on la finance. Et nous, on est des développeurs qui ont fait une école. On n'avait pas des moyens de base pour dire on a 200 000 là tout de suite dans la poche. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est il faut qu'on se lance en freelance d'abord, c'est-à-dire en bossant de notre côté, en facturant, parce que on gagne plus d'argent et on avait le réseau on avait de l'expérience, on avait tout ce qu'il fallait et on s'est dit on va passer en freelance quelques mois, on va mettre l'argent de côté, on va récupérer le pôle emploi avec la rupture conventionnelle. Donc c'est chose qu'on a eu. On a demandé la rupture conventionnelle pour nos bons et loyaux services chez Link Value. Ils ont accepté facilement? Ils ont accepté. On a mis des arguments sur la table. Alors, attends, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment tu as négocié ça. Quels étaient les arguments? Est-ce que tu peux nous partager? Alors, on avait des arguments un peu différents entre moi et Jean-Laurent. On leur a dit la vérité que déjà on voulait monter quelque chose. Ça, c'est vrai. Évidemment, ils n'ont pas accepté tout de suite. Après, on a mis les autres arguments sur la table. En disant que ça faisait 3 ans qu'on était là, pour moi 3 ans et Jean-Laurent peut-être un petit peu moins, et que on a réussi vraiment beaucoup de choses.
On leur a donné de la visibilité grâce à nos victoires au hackathon. Moi, j'ai apporté, cet esprit entrepreneur, je l'avais déjà eu chez les hackathons. J'en avais déjà fait 2 et j'avais vu les impacts que ça avait eu, un peu comme toi sur les podcasts, de donner de la visibilité sur le savoir-faire technique, sur les discussions, sur les challenges. Et en fait, je savais que ça pouvait leur ouvrir des portes. Et c'est ce qui s'est passé en fait. On a gagné plein de projets grâce à nos victoires à hackathon. Et ça, je leur ai dit que tout ça, en fait, ça n'aurait pas pu y être si j'avais pas apporté ça. Et donc je disais le retour de la pièce, c'est est-ce que ça serait pas un bon retour de pièce. Et donc avec tous ces arguments-là, ça a été entendu. Et on veut monter notre boîte. On s'est beaucoup donné pour la boîte. Et à partir de là, ils nous ont apporté des choses. On leur a apporté des choses. Et donc vraiment, c'était la rupture conventionnelle, elle a du sens. Et Jean-Laurent, il y a beaucoup de hackathons qu'on a fait ensemble. Il a porté beaucoup de projets derrière. Il a réussi à convertir des projets justement derrière. À l'issue de ces victoires hackathons, on est venu nous contacter pour nous dire ce que vous faites à hackathon, c'est génial. Est-ce qu'on peut travailler avec vous? Et c'est comme ça que qu'on a transformé et qu'on a récupéré 500, 600 000 euros de projets. Peut-être plus. À aucun moment vous avez eu des commissions de votre boîte sur les projets que vous faisiez rentrer? Non, c'est parce que déjà on l'a fait. Moi, les hackathons, je les fais par passion. On peut pas faire le hackathon du manière intéressée parce que c'est pas rentable de base. On sait pas si on va gagner ou si on va perdre. Et on va pas commencer à fixer des primes sur ça, sachant que pour réussir un hackathon, faut être passionné. Je parle des hackathons, d'accord? Faut être passionné. Alors attends, je pense qu'on s'est mal compris. Ouais. Non, mais j'ai très bien compris. Pas dans le sens des hackathons, mais dans l'apport d'affaires derrière que tu fais. Oui. Le truc, c'est qu'après, les apports d'affaires, on l'a considéré comme étant un bonus. On était un peu content de le faire. Après, on se dit, si une augmentation, une prime et tout ça tombe, on la prendra. Mais on le faisait pas pour ça. Pour parler de tout ce qui s'est gagné avec ça, on n'est pas allé le chercher comme ça. Et du coup, on a bien fait parce que le jour où on est allé dire, on veut une rupture. Et on aimerait, pour tous nos bons et loyaux services, on n'a pas fait des choses de manière intéressée. Dans ce cas-là, nous on jugeait que c'était aussi pour la boîte qu'on le faisait, on était content que ça en bénéficiait. On l'a fait pour nous, on l'a fait aussi pour eux. Donc du coup, c'est comme ça. On n'a pas eu de prime parce que ça avait jamais été contractualisé, spécifié. Et justement, d'un côté, c'était bien parce que ça permettait que ça soit vraiment sur le bon vouloir à la base. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a un rapport entre le hackathon et la transformation de tous les projets qui ont été faits derrière. Donc, on a eu la rupture conventionnelle avec ces arguments-là. Voilà, on a mis des choses dans la balance et ça a été accepté. Et du coup, l'idée c'est que nous on a choisi le montage avec Jean-Laurent on travaille tout de suite. On va pas faire une SASU, on va mettre tout en dividende. On travaille tout de suite, on facture tout de suite, on génère de la trésorerie tout de suite, on le récupère et on prend le pôle emploi, les fameux 45% instantanément ou à 6 mois de décalage. Donc la première fois c'est tout de suite et la deuxième fois c'est au bout de 6 mois. Ce qui nous permet d'avoir du cash rapidement et du coup qu'on a pu injecter dans la structure Sliders qui était la boîte qu'on a montée, la vraie boîte qu'on a montée avec Jean-Laurent et pas nos structures freelance, les URL qu'on avait montées. Et donc du coup on l'a fait. Donc en septembre, on a lancé Sliders qui est une application qui était, parce que du coup on l'a arrêté, qui était une application de réalité augmentée qui permettait à chaque utilisateur de s'approprier le monde réel en y ajoutant des objets en réalité augmentée, donc c'était dans le monde réel, et de donner la possibilité à n'importe qui de regarder ce que quelqu'un avait mis dans son monde. C'est-à-dire on pouvait rentrer dans le monde de quelqu'un et regarder ce qu'il avait posé. Donc regarder comment il avait joué avec le décor, regarder ça. Donc on voulait vraiment faire une espèce de réseau social, mais autour de la réalité augmentée, que chacun puisse s'approprier le monde et partager avec ses amis, avec son entourage ou en public, ce que lui, il en avait fait du monde autour de lui. Il avait ajouté des choses, il avait remodelé certaines choses. Voilà. Et comment tu pouvais ajouter des objets? C'était des objets du coup 3D que tu pouvais ajouter? Comment ça se matérialisait? Ouais, tout à fait. Avec le truc, c'est qu'on avait de la chance que avec ARKit 2.0 à l'époque ou 3.0, je sais plus laquelle version, peut-être 3.0, iOS permettait de sauvegarder dans l'espace une session de réalité augmentée. Donc ça veut dire que on pose un objet en réalité augmentée, on tue l'application, on relance l'application et sans rien faire, on revient au même endroit
et là, l'objet revient. Donc, on mettait des objets 3D, 2D. En fait, on peut mettre n'importe quel type de contenu, ce que ARKit et ARCore, d'ailleurs, avec AR Cloud Encores de Google permet de faire, c'est de dire juste, il y a quelque chose ici, à ce point-là, et après, il suffit de le mapper, un ID avec un objet qui correspond à un objet 3D, 2D, une vidéo, une image, et en fait, on le place à l'endroit où il était. Donc, c'était ça techniquement, comment ça marchait derrière. Et finalement, comment ça s'est terminé? Comment vous avez réussi à trouver des clients là-dessus? Vous n'en avez pas eu finalement? On en a pas eu. On était en phase de recherche. On a arrêté parce que il nous fallait de l'argent. On avait cramé le budget. On avait embauché une designeuse. Embauché une designeuse parce qu'il nous fallait une UX AR. Il nous fallait du design. Le positionnement sur lequel on se posait, on pouvait pas se permettre de bricoler un truc technique. On devait avoir un truc en termes du UX, au niveau de la partie réalité augmentée, il fallait un truc travaillé. Parce que faire une application en réalité augmentée, on l'a vu avec Pokémon Go, ça s'invente pas. Il faut penser qu'il y a des boutons pour permettre de positionner un objet, de pouvoir tourner autour, de le redimensionner avec des gestures. Et tout ça, un développeur seul ne pouvait pas le faire. Donc il a fallu qu'on embauche aussi une designeuse. Donc en fait, tout le budget qu'on s'était mis est passé dedans. Et ensuite, on s'est dit, on commence à empiéter sur le budget de réserve. Celui qui dit, attention, la ligne orange vient d'être franchie, il faudra prendre une décision. Et on a essayé de rencontrer des fonds d'investissement, ceux qui investissent par exemple de manière très tôt, les early, je sais plus comment on appelle ça. Seed, on dit. Exactement, voilà, en seed, mais très tôt. Et en fait, ils nous disaient qu'on n'était pas assez mature. Et qu'il nous manquait vraiment une partie commerciale. Et en fait, on s'est rendu compte peut-être qu'il nous manquait un élément dans l'équipe et que on n'arrivait pas à voir. On était allé voir la BPI, ils nous ont dit qu'on n'était pas assez mature. On a fait un prototype qu'on a soumis sur le store, mais ça suffisait pas parce qu'en fait, on nous demandait souvent de faire un petit peu de cash, ne serait-ce que 3 €. Mais en fait, on l'avait pas. On n'était pas en mesure pour faire 3 €. Pour faire 3 €, tout ce qu'on devait monter derrière, c'était trop cher et on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les gens pour le faire, donc les moyens financiers. Et du coup, on s'est dit, la marche là, on n'a pas réussi à avoir de l'argent pour continuer. On a essayé de faire un Kickstarter. On demandait 80 000 €. Et on a réussi à avoir, je sais plus, pas 10, 15 000. Bon, il nous fallait 80 000 pour vraiment faire notre MVP. On va pas faire quelque chose avec 15 000. Ça aurait été, voilà, on disait, on a besoin de 80 000 pour faire ça. Et on les a pas eu. On s'est dit on fait rien parce qu'on peut pas les faire, on peut pas promettre quoi que ce soit avec ça. Et du coup le Kickstarter n'a rien donné. Après chercher des business angels ou alors des fonds très early stage, voilà, ça on en a pas trouvé. Bon, le temps passé. Nous moi j'ai des enfants, j'en aurai aussi. On avait des dépenses et moi il fallait faire rentrer de l'argent dans la famille. Et donc ça prenait d'un côté, ça prenait de l'autre. Et à un moment, on s'est dit, il nous faut de l'argent. Il nous faut de l'argent. Alors, on s'était dit, on retourne en freelance. Et on verra. Si on remet de l'argent dans la trésor, on redonnera un coup de boost. Et par la force des choses, on s'est dit, le temps a passé, on s'est dit, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Vraiment, plus long terme. On a décidé d'arrêter avec Jean-Laurent. Et du coup, moi, j'avais été en mission chez Upside. Donc pendant quelques mois. Et comment s'est fait mon passage chez d'Upside à Miro? Alors attends une seconde, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit. Au vu de l'expérience que tu as eue avec Sliders, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Ouais, clairement. Le Kickstarter, il nous a vraiment beaucoup appris. Comment faire une campagne Kickstarter. On a compris que pour réussir une campagne Kickstarter, et d'ailleurs c'est un peu, ça va parler à tous nos Apple users, Mac Génération a fait un Kickstarter au même moment. Donc on s'est pas mal inspiré de leur campagne. J'ai parlé avec Stéphane de Mac Génération, on a pas mal échangé, il nous a donné des conseils, merci Stéphane, pour essayer il y a des pièges à éviter quand on fait un Kickstarter. Donc ça, les pièges de base, grâce à ces conseils, on les a évités. Alors, en fait, c'est quoi les pièges? Partage-nous les infos.
c'est assez technique c'est relatif au Kickstarter, hein, c'est proposer des trucs réalisables, ne pas mentir, par exemple, sur ce qui peut pas être réalisable. Par exemple, si tu dis une somme, tu dis à 80 000, je suis capable de le faire, faut pas que ça soit sous-évalué pour essayer d'avoir eu les 80 000. En réalité, il y en avait 100 000. Parce que du coup, tu risques de te mettre la communauté à dos en leur disant il y a du retard, ou leur disant on n'a pas réussi à le faire, et ça va créer la déception. Donc il faut surtout pas créer la déception en étant totalement transparent avec ce que tu seras capable de faire pour X euros, par somme. Donc de vraiment être réaliste et de vraiment être honnête dans ce qu'on est capable de faire. Ça faut le savoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait pas forcément parce qu'on l'avait jamais fait. Donc ça, c'était un des trucs que je me rappelle. Les autres choses, je me rappelle pas trop. Il y avait après la forme, hein, les fameux paliers, les récompenses et tout ça. Clairement, on leur a demandé, voilà, ils savaient très bien comment ça marchait, ils avaient très bien travaillé le sujet. Donc nous, on a un peu demandé des informations sur ça. Je pense que voilà, il y avait ce truc-là à faire attention, c'est bien respecter sa communauté. Parce qu'en fait, il faut voir ça comme une communauté que tu drives au fur et à mesure. On l'a vu avec ma génération qui communiquait beaucoup pour dire ah on a atteint tel palier ou alors plus que 20 000 on a atteint le palier. Il y avait une communication qui était faite. Voilà, ça faut le faire. Il faut pas être en mode tunnel parce que sinon les gens ils pensent que en fait c'est un scam, c'est un scam, c'est un piège. C'est juste pour récupérer de l'argent. Donc voilà. Le Kickstarter, ouais, il nous a appris beaucoup parce que pour nous, hein, une des principales raisons de l'échec de Kickstarter, et par exemple, quand on voit ce qui s'est passé avec ma génération où ils ont très bien réussi, c'est qu'ils avaient la communauté. Et la communauté, ma génération, ils existent depuis 1999. Ils existent depuis très longtemps. Ils ont des millions de lecteurs. Enfin, ils ont des millions de pages vues. Ils ont des centaines de milliers de lecteurs et des passionnés. Des passionnés, des gens qui sont impliqués dans le forum de ma génération. Ils sont impliqués, ils créent eux-mêmes du contenu. Donc, et nous, on est arrivé en demandant à des gens qui ne connaissaient pas, pouvez-vous participer? Mais ça peut pas marcher. Pourquoi les gens nous feraient confiance? Ils ne connaissent pas. On n'a pas créé de communauté avant pour dire maintenant on a besoin de vous. On a dit on a besoin de vous. Et en fait, on était en train de créer cette communauté-là pendant le Kickstarter. C'est à ce moment, pendant le Kickstarter, juste avant, qu'on a créé une page Facebook, qu'on a créé un compte Twitter. Mais ça, il fallait le faire avant, mais bien avant. Il fallait communiquer sur ce qu'on a envie de faire avant. Et d'ailleurs, pour être sûr que ce qu'on allait faire, c'était quelque chose que les gens appréciaient, qu'ils aimeraient que ça soit fait. Et ça, on l'a fait pendant et on aurait dû le faire avant. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la plus grosse leçon que tu as apprise de cette expérience. Clairement. On pouvait pas se lancer comme ça sur un Kickstarter. En fait, on n'était pas un jeu. Et encore même un jeu. Quand je revois des Kickstarter qui ont été faits autour d'un jeu, disons, on va être un clone de Crash Bandicoot. Mais les gens, Crash Bandicoot, ça leur parle. Ils ont une communauté. Les gens savent que c'est Nintendo, que ça. Donc quand on leur dit, on va faire un clone de Crash Bandicoot, mais il y a tous les gens qui ont adoré Crash Bandicoot qui vont être déjà dedans. Donc en fait, il y a déjà une communauté. Tu vois, et nous on n'avait pas. Du coup, on a contacté tous nos amis, tous nos proches, les proches de nos proches. Donc ça a marché. On a mis 15 000 euros, mais c'est tout. Ok. Voilà. Ok. Et donc après ça, donc tu fais Upside, et ensuite tu es arrivé chez Mirou. Non, pas tout de suite. Bah si, ça s'est fait tout de suite. J'étais chez Upside. Il y a un chasseur de tête qui m'a contacté. Il m'a, sans trop m'en dire, mais il a forcément tapé dans quelque chose que personnellement je recherchais. C'était, moi je voulais monter ma boîte parce que je voulais être un peu le lead mobile, vraiment directeur technique mobile de ma boîte, d'accord? Parce que voilà, il y a des choses que je sais faire, je jugeais que c'était le bon moment. Et là, un chasseur de tête me dit, il y a une société, une start-up alors ils n'avaient pas encore levé les 205 millions, ils avaient juste fait les 65 millions, là les 45 plus 20, les 65 millions. Il me dit voilà, ils cherchent leur nouveau responsable du pôle mobile. Et du coup, il me disait que mon profil entrepreneur, iOS, Android, franchement matché avec les prérequis pour correspondre au poste où il y a tout à faire dans un environnement start-up. Il faut quelqu'un avec de l'expérience et qui a pas peur de tester, de rencontrer des gens, de les écouter, de dire ah ça va pas, on refait. Voilà. Et moi ça me plaisait de dire finalement voilà, je suis un peu je vais être la tête du pôle mobile, hein, le lead tech, mais un peu produit aussi mobile et de dire voilà il y a tout à faire et sur la partie produit et sur la partie technique, et c'est quelque chose que je voulais faire chez Sliders au final. Et je me suis dit si je peux pas le faire pour Sliders,
et pourquoi pas je le ferai pas chez Miro. Et j'ai fait chiche, et j'ai fait voilà, donc j'ai rencontré le CTO, l'ARH, voilà, j'ai suivi le process, et voilà, ben voilà, j'en suis là. Voilà. Ok. Quelles sont les expériences que tu as pu avoir d'un point de vue technique que tu as appliqué et mis en place chez Miro? Et on parlait notamment en amont du podcast de convention au niveau du code. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Alors, c'est moi j'ai une vision qui est que quand on fait une app sur iOS et sur Android, en fait c'est une vision qui m'a été transmise, hein, d'accord. Je l'ai eu via une mission que j'avais fait via Michelin quand j'étais chez Link Value, qui était que quand on a deux apps qui ont les mêmes fonctionnalités, aux fonctionnalités près, par exemple les push notifications qui marchent pas pareil sur iOS et Android, l'un a des permissions, l'autre non, mais dans 90% des fonctionnalités de l'application, ce sont les mêmes. Pourquoi on ne les ferait pas de la même manière? Et c'est quelque chose que moi perso j'aime bien me dire que des applications qui ont les mêmes écrans, on va les concevoir le plus possible de la même manière. Donc c'est comme ça qu'est ma vision dans le développement des applications mobiles quand on démarre surtout d'une page blanche et qu'on doit faire la même chose sur iOS et sur Android. Donc c'est ça qu'on s'est dit avec mes collègues Thomas et Clément. Je triche un petit peu en termes de facilité parce que c'était des gens avec qui j'avais déjà travaillé quand j'étais freelance avant de faire Sliders, et on avait déjà adopté cette méthodologie de travail en disant on va faire les choses de la même manière, et ça avait très bien fonctionné. On avait vu tous les points positifs, on avait vu les points négatifs, mais on avait vu qu'il y avait beaucoup plus de points positifs que de points négatifs à adopter cette posture-là. Et là, quand j'ai contacté Thomas et Clément pour qu'ils me rejoignent chez Miro, je leur ai dit, est-ce que ça vous plairait, dans ce contexte-là, de refaire ça? Mais cette fois-ci, en plus, on sera pas freelance avec cette notion de budget là, qui était vraiment perceptible. Hein. On est payé la journée, cher. On peut pas se permettre non plus. Enfin, on a des objectifs en termes de timing et tout ça. Et là, on a la possibilité de faire les choses proprement, sans perdre évidemment du temps inutilement, mais proprement, et de la faire de la même manière. Et du coup, de pousser encore plus loin cette méthodologie de travail. Et là, on a accepté. Est-ce que tu peux expliquer et rentrer un peu plus dans le détail des similitudes qu'il va y avoir du coup entre iOS et Android? Est-ce que vous vous êtes posé la question du cross-platform et de vous dire ok, on veut faire absolument les mêmes écrans, ou est-ce que vous dites bon ok, il y a quand même des spécificités entre les guidelines de design d'iOS et de Android, donc on va essayer de les prendre en compte. À quel endroit en fait cette similitude elle est présente? Alors, on s'est posé la question du cross-platform. On se l'est posé déjà avec le CTO lors de mon entretien. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait besoin réellement de faire, que ça soit maintenant ou plus tard, parce que ça, il faut y penser. Le plus tard, c'est combien? Est-ce que c'est dans 10 ans ou est-ce que c'est l'année prochaine? Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, on envisage dans un an des choses, et ces choses-là ne pouvaient pas être faites en solution cross-platform. Je vais expliquer ce que c'était. Donc, quand il m'a dit ces besoins-là, j'ai dit, OK, dans ce cas-là, on va partir tout de suite sur du natif. Et là, il dit, c'est exactement aussi ce que j'avais en tête, vis-à-vis de ça. Donc, il y avait des écrans qui clairement étaient assez simples à développer, à designer. Il y avait rien de spécifique. Sorti son contexte, clairement, ça avait du sens de le faire en React Native, en Xamarin, en Flutter, en toutes ces choses-là. Mais avec le contexte qui était, il va falloir que on arrive à brancher un smartphone à un appareil photo réflexe pour récupérer en live les photos prises par la photo par USB dans l'application. Ça, il n'y a pas de plugin à ma connaissance qui est capable de le faire. Et il fallait vraiment mettre les mains dans le cambouis pour avoir un truc aux petits oignons qui correspondait à nos besoins. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait déjà ça veut dire natif. Est-ce qu'on prend le risque de prendre une stack React Native plus natif, pour parler du React Native, ou cross-platform plus natif, ou est-ce que dès le début, on choisit de rester que un dev natif pour éviter d'éclater la stack technique? Bon, la solution, ça a été, on n'éclate pas la stack technique, on va rester un natif, on va pas commencer à coder des plugins sur iOS et sur Android. Ça veut dire qu'on a besoin de dev natif et de dev React et de dev cross-platform. Donc, ou alors quelqu'un qui sait faire les deux, est très bien. Donc du coup, on s'est dit, on part à natif. Donc c'est pour ça que le choix du cross-platform a été écarté. Mais
comme on fait la même chose sur les deux en termes de fonctionnalité, c'est là qu'on s'est dit, on va quand même pas partir chacun dans notre coin. Ça, c'est important parce que c'est quelque chose que j'avais vu chez Michelin, où on était en app natif, et les deux concevaient les écrans de la même manière. Si on avait un view controller, on avait une activity. Si on avait un child view controller, ça veut dire qu'on avait un fragment. Si on est un model view presenter sur iOS, alors on est un model view presenter sur Android. Si on est ouais. Donc l'architecture du code est la même entre iOS et Android, et vous prenez en compte bien évidemment les différences et les outils vraiment natifs de chacune des plateformes. Mais grosso modo, l'architecture est la même pour les deux. Alors, c'est pas grosso modo, c'est exactement ça, puisque du coup, on est vraiment rigoureux sur ça. On est en clean architecture, modèle view presenter, RX sur les deux. Donc, on a RX Swift, RX Java. On a la chance que ces deux frameworks aient 90% de leurs fonctions qui sont exactement nommées de la même manière et que le framework fonctionne de la même manière. On va pas s'en priver, clairement. La clean architecture, c'est 4 layers. Ou 3 si on mélange, voilà, on va pas rentrer dans les débats techniques de ça. C'est trop 4 layers. Eh ben, on a les layers, on les fait sur iOS et sur Android. Modèle view presenter, c'est un modèle, view, presenter. Bon, on fait rentrer ça dans de la clean architecture, on fait communiquer ça par RX. Pour les tests, on a Mockito et on a Keku. Les deux, Keku a clairement été inspiré de l'API Mockito, il est dans la doc. Les deux font verify, stub, mock, spy. On écrit les tests de la même manière. On a une même architecture, on a les mêmes tests. Donc en fait, on est ultra rigoureux sur le nommage de tout ce qu'on écrit par nous-mêmes. C'est-à-dire pas des choses qui héritent de UIKit, par exemple, ou du framework Android. Parce que sur ça, on se dit qu'on veut garder l'expressivité de qu'est-ce qu'on manipule. Donc si on manipule une recycler view ou une table view, l'objet s'appellera quelque chose table view. Par contre, ce quelque chose-là sera le même entre iOS et Android. Par exemple, Toto table view, Toto recycler view. Ça nous permet après, si on veut automatiser les différences, de dire quand on a table view, on s'attend à avoir recycler view et le reste, il faut que ça soit le même. Comme ça, quand on commence à chercher sur un projet ou sur l'autre, on s'y retrouve. On n'a pas d'incohérence au niveau des nommages. On manipule un objet d'un côté, il faut que ça soit le même de l'autre, si c'est les mêmes écrans, si c'est les mêmes fonctionnalités. D'accord. Ok. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette mise en pratique ? Alors, les avantages, ils sont assez nombreux. Et ils sont aussi bien sur le plan technique que sur le plan humain. Parce que c'était quelque chose que on avait souligné quand on a fait un meet-up, chez Miro, justement, pour expliquer cette méthodologie de travail. Donc, au niveau technique, pour moi, on a ce sentiment-là de pas avoir de dette technique d'une manière globale. C'est-à-dire, quand on prend de la hauteur sur la partie mobile, on est assez serein pour dire les choses ont été faites de la même manière et elles fonctionnent de la même manière. Et on se retrouve pas avec des mauvaises surprises de dire quand on a un bug sur l'un et pas sur l'autre et qu'on dit mais pourquoi ça marche sur iOS et pas sur Android alors que les écrans sont les mêmes, alors que les specs sont les mêmes. Ah, parce qu'on n'a pas la même architecture et on a un effet de bord sur l'un et pas sur l'autre. Ça, c'est pas compréhensible. Moi, j'arrive pas à le justifier de dire bon en fait on n'a pas fait pareil alors qu'on aurait pu faire pareil. Donc en fait déjà on a cette notion de dette technique qui disparaît si on se place dans ce contexte-là. Ça pour moi c'est le premier avantage, de se dire qu'on peut naviguer, un dev iOS ou un dev Android peut naviguer sur les deux projets et il s'y retrouvera. Il cherche comment il a été implémenté sur Android ou sur iOS telle fonctionnalité, il cherche juste tel fichier, il est nommé de la même manière, telle fonction, et là il peut voir l'implémentation. Il n'a plus qu'à transcrire modulo certaines spécialités, s'il y en a, ce qui a été écrit en Kotlin ou en Swift. Donc ça, pour moi, ça c'est le gros avantage. Clairement, les code review, on peut se faire relire un code review par un développeur de l'autre équipe, mais sans douleur. Parce que les nommages sont les mêmes, les algos sont les mêmes, hormis s'il y a eu des contraintes rencontrées. Mais globalement, voilà, il y a de la communication, on expliquera, ah tiens, ça a été appris comme ça. Tiens, je sais que maintenant l'équivalent iOS sur Android, c'est ça. En plus, on apprend des choses. Donc on comprend mieux les contraintes et le métier de l'autre. Ça, c'est le côté humain. Donc sur le plan technique, clairement, on est capable de relire du code iOS et Android. Clairement. Parce que ce qui change, c'est les mots-clés Swift et les mots-clés Kotlin. Il y aura que ça qui changera. Voilà. Les fonctions sont les mêmes, les algos sont les mêmes. Voilà. Nous, ce qu'on fait, en plus, l'autre avantage de fonctionner comme ça, c'est que pour bien fonctionner, on fait ce qu'on appelle un peu un grooming technique.
C'est-à-dire, avant de coder, ça fait un peu débat sur le Slack Android, comment les gens s'y prenaient pour ça, entre les équipes iOS et Android. En fait, on dit, sur certaines fonctionnalités qui sont nouvelles, comment on va les faire entre iOS et Android. Il fait, alors là, moi, je vois bien un PageView controller. Moi, je vois bien, moi, je voyais plutôt une liste. Oula, est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord? Est-ce que l'un peut pas faire l'autre et qui va, ah oui, j'ai pas pensé. Ok. Et là, les deux font les mêmes. Et ça permet, en plus, du coup, d'être sûr comment a fait l'autre s'il pouvait pas faire pareil. Donc en fait, il y a une connaissance. Il n'y aura pas de mauvaise surprise lors des pull requests. Donc clairement, sur le plan humain, c'est bien. Et ça permet aussi pour ceux qui voulaient monter en compétence sur de l'Android ou sur de l'iOS et qu'en fait, la marche, elle est trop haute. On peut pas dire... en fait, pour commencer à faire de l'iOS ou de l'Android, si on ne connaît pas, et comment on fait? On commence à faire d'un son côté. Ben là, on peut le faire en douceur. Je suis dev iOS. J'ai envie de faire de l'Android. Ben, je commence par relire des PR et je commence à voir comment c'est écrit. En plus, j'ai écrit en Swift et je connais l'équivalent en Kotlin. Je connais l'équivalent sur Android, Activity View Controller. Ah, le onCreate, c'est le ViewDidLoad. Bah, c'est bon, je pourrais faire un écran Android ou un écran iOS, c'est ça. Donc, en termes de changement de carrière ou d'évolution de carrière, bah, c'est quelque chose qui facilite. Il faut le faire. Ça, c'est si les gens en ont envie. Hein. Mais la rigueur fait que ça facilite les choses, du coup. Si on respecte ces règles-là, bah, tout sera facilité. Donc, ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, moi, il y en avait un gros qu'on avait souligné clairement pendant le meet-up qu'on a rencontré. C'est le fait que les pull requests peuvent être très longues à relire. En fait, plus la pull request sera longue, plus la relecture va être longue. Parce que il va falloir s'assurer que le nommage a été respecté. S'assurer que le nommage a été respecté sur 10 lignes de code, c'est facile. On les lit, on l'a en tête, voilà. Quand la pull request, ça a été un refactoring sur 56 fichiers, ça commence à être plus compliqué. Et là, on se dit, voilà, il va falloir le faire, puisque sinon, si on commence à diverger sur ça, on arrête notre méthodologie, les choses vont être différentes et tout ça. Donc, on se force. Et là, on se rend compte que sur certaines pull requests, les reviews pouvaient durer. Sur certaines grosses pull requests, on avait mis un jour de review pour s'assurer que les nommages avaient été les mêmes sur ci, sur ça. Ah, sur ça, on s'était pas dit. Ah, sur ça et tout ça. Ah, tiens, j'avais nommé comme ça et tout ça. Et du coup, ça, on l'avait dit, c'était le point noir à l'époque, en janvier, quand on avait vraiment, on avait fait ça, c'est que les petites pull requests se passent bien. Les grosses pull requests, elles sont très longues. Et c'est là que, du coup, à l'issue du meet-up, il y a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire que c'était génial, la méthodologie, et que, est-ce qu'on n'avait pas pensé à essayer d'automatiser cette partie de lecture et de comparaison du code entre iOS et Android. Et en fait, en parlant, on a imaginé un process sur la CI ou un script et quelque chose en disant, est-ce que c'est pas jouable quand on est sur iOS, lors de la CI, de dire, je clone Android, comme je suis sur la CI, je suis dans la branche en cours, je récupère les fichiers modifiés sur iOS et je vais aller chercher dans la bonne branche Android ou sur Develop, ces fichiers-là pour voir s'ils sont bien nommés. Et au lieu de les humains faire la lecture manuelle et la comparaison, que ça soit fait automatiquement et qu'après, via Danger qu'on a mis en place dans la CI, qui nous a vachement aidé pour notre méthodologie, de dire, en fait, on remonte ces différences-là sous la forme de warning à la pull request. Et donc, tu n'as pas besoin de lire le code source, je l'ai lu pour toi et voilà où sont les différences. Et bon, on l'a testé, on l'a fait et ça a marché. On l'a fait sur toute la partie du code de test où toutes nos fonctions de test sont nommées de la même manière et on s'est rendu compte que des fois, sur iOS et sur Android, lors des pull requests, il y avait des tests qui avaient été manqués. Donc, sans regarder le code coverage, on était capable de savoir que des fonctions n'avaient pas été testées, elles avaient été oubliées lors de la relecture de code parce que dans un fichier de test, on avait 5 fonctions de test et quand on a la même archi, les mêmes nommages et les mêmes écrans, il serait cohérent d'avoir 5 tests de l'autre côté. Et là, on a vu qu'en fait, on n'en avait que 4. Et l'outil nous disait, cette fonction-là n'existe pas dans notre fichier. Regarde. Et là, on s'est dit, on avait oublié un test. Et c'est là qu'on s'est dit, voilà. Donc du coup, cet outil-là, pour l'instant, il nous a permis de voir beaucoup de choses qui nous avaient échappé. Parce que voilà, c'était pas infaillible, cette comparaison stricte. Et on est arrivé à un niveau, enfin, sur les tests, on a nos tests qui sont 100% les mêmes sur ceux qui doivent l'être. Et après, en évolution, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait des warnings sur des choses qui étaient dédiées,
On envisage de faire un peu comme sur le format SwiftLint, d'exclure justement les spécifications pour qu'à la fin on ait 0 warning quand il faut pas qu'il y en ait et pas des espèces de faux positifs. Voilà. Et ça c'est en cours, mais pour l'instant, voilà. Ok, donc l'objectif final, c'est d'implémenter ces conventions de nommage dans SwiftLint, donc qui est le linter qui va vérifier le code à chaque compilation pour vous assurer que vous êtes cohérent déjà et que vous, en fait, pour pouvoir filtrer un maximum de différences en amont. Alors, pas dans SwiftLint, mais juste derrière, et que ça marche comme SwiftLint, c'est-à-dire qu'on a tous les warnings qui sont remontés sur la PR. En fait, voilà, on le fait avec Danger. Et que du coup tous les faux positifs, toutes les exclusions, on les a mis dans un fichier d'exclusion, de configuration. D'accord. Voilà, pour qu'ensuite on ait un truc propre et que les warnings soient des vrais warnings. Voilà. Okay. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes aujourd'hui de synchronisation dans le sens où vous devez attendre que la fonctionnalité soit développée sur Android pour pouvoir la développer sur iOS ou inversement? Parce que si vous développez les deux en même temps, après, il risque d'y avoir des petites différences, tu vois, de la résolution de l'algo, je sais pas. Alors, si on le fait en même temps, ce qu'on fait, c'est qu'on dit le script Danger, il va, dans tous les cas, il tourne. On a mis un label dans GitHub, qui dit que si on veut pas lancer le script de comparaison, ça le lance pas. Donc en fait, la CI, au moment où elle va lancer tous les scripts, Bitrise, tous les scripts, le SwiftLint, le Swift format, enfin tous ces trucs-là, il regarde à un moment donné, juste avant de lancer le script de comparaison, est-ce que le label ne pas comparer, il est présent. S'il est présent, déjà on compare pas. Ça veut dire que volontairement, on ne veut pas que ça soit comparé parce que peut-être que le décalage, tous les warnings voudraient strictement rien dire puisqu'en fait en fait la fonctionnalité, elle est soit dédiée, soit elle n'a pas été encore développée sur Android. Donc déjà pour ça on l'a fait avec ça, pour éviter d'avoir des warnings inutiles. La deuxième chose, c'est que si si par exemple la fonctionnalité elle a déjà été mergée sur l'une des deux plateformes, c'est-à-dire moi j'étais en retard et par exemple je suis iOS et sur Android elle a déjà été implémentée. En fait, le script, il va voir que la branche n'existe plus, elle a été supprimée. En fait, du coup, dans le script, il a été développé pour que s'il trouve pas la branche équivalente, il va taper sur Develop. Ça veut dire que, comme ça a été mergé, il doit retrouver les différences. Moi, je vais boucler dans ma branche iOS sur tous mes fichiers qui ont été modifiés, mais je m'attends à ce que, du coup, le nommage soit bien. Donc, s'il y a un décalage, pas de problème. Pour moi, le décalage, entre guillemets, le plus problématique, et c'est pas un vrai souci, je vais t'expliquer pourquoi, c'est quand les deux sont faits en parallèle. Pourquoi? Parce que imaginons que le premier, il venait à finir juste pendant que l'autre est en train de finir, mais il n'a pas encore fini. Ok, le script, il va tourner, à la rigueur, on peut le désactiver. Le deuxième, il va faire tourner lui le script, donc il va faire l'équivalent à l'inverse, et lui, il va voir que son nommage n'est pas le même avec iOS. Et donc là, il va dire, qu'est-ce qu'on fait? Donc on se met d'accord, soit on fait soit la pull request n'a pas été mergée, et dans ce cas-là, tout de suite iOS fait les modifs, soit elle a été mergée, dans ce cas-là, on regarde si le nommage ne peut pas être adapté sur Android, si en fait c'est une erreur Android, sinon, eh ben on fait une pull request corrective rapidement sur le nommage. Peut-être contre-coup aussi du truc, mais voilà, on essaye de. C'est pour ça que la communication, elle est importante, et ces problèmes-là sont surtout visibles quand on construit beaucoup de nouvelles choses, mais pas quand on les maintient. Quand on le maintient, les fonctions sont déjà écrites. Tout est déjà quasiment fait, l'architecture elle n'est pas à revoir, donc en fait les différences sont très minimes. Par contre, quand c'est sur des nouvelles choses, c'est important de se parler avant. Ok, donc il n'y a pas vraiment de gros avantages à être le premier à pousser la nouvelle fonctionnalité et à dire, tu sais quoi, c'est à toi de t'adapter à ce que je viens de faire, mon coco. Non, c'est trop facile. C'est trop facile, c'est pas sympa, c'est trop facile. Mais surtout que non. Ça, mais attends, ne me dis pas que c'est pas arrivé au début. Je dirais pas que c'est pas arrivé au début. Par contre, que des fois, ça nous dit, j'ai poussé en premier pour rigoler. Ouais, ça nous arrive. Clairement. Mais par contre, comme c'est jamais le même qui est premier, bah, du coup, de toute façon, on passe tous à la casserole. Ouais. Ok. On arrive un petit peu à la fin du podcast. Est-ce que tu peux me donner ta définition d'un bon code? Pour moi, un bon code, c'est un code qui fait simplement ce qu'il doit faire le plus simplement possible et le plus lisible possible. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu verbeux pour qu'il se passe de commentaires, pour qu'il se passe de réflexion, plutôt qu'il soit
ultra optimisé et qu'on réunit repasse derrière et qu'en fait on comprenne pas sans vraiment se pencher dedans. Voilà. Pour moi, c'est ouais. On n'hésite pas à rogner sur la lisibilité, justement, des fois d'avoir des fonctions un peu entre guillemets à rallonge, ou alors un fixe. On l'externalise dans une fonction qui s'appelle un workaround on Stack Overflow that correct margin on iOS 13. Et en fait, c'est une fonction en plein milieu de notre code pour éviter en fait d'oublier que c'est un fixe comme ça, pour que si un jour d'en enlever, et pour pas mettre un commentaire, que ça prenne une ligne de plus, parce qu'un commentaire, ça veut dire qu'en fait, c'est du code qui peut pas être compris sans commentaire. Une fonction bien nommée, c'est une fonction qui peut se passer de commentaire. Elle ne se substitue pas à la documentation. D'accord ? Si on doit mettre une documentation pour mettre du contexte, on le fait. Mais une fonction qui fait un fixe, elle devrait s'appeler fixe. Donc, on l'appelle fixe. Quelque chose, ce qu'elle doit fixer. Et on laisse pas un code en plein milieu qui fait un fixe. Parmi les gens qui nous écoutent, il y en a peut-être qui vont vouloir essayer de mettre en place ces pratiques dans leur boîte. Est-ce qu'ils peuvent te contacter et te demander quelques infos au niveau du script que tu as développé ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est open source, ce script ? Est-ce que tu vas le vendre ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, il sera pas vendu, il sera open source. J'en ai parlé à mon CTO, il trouve ça génial, ce qu'on a réussi à faire déjà pour toute la partie test. Il reste pas tant que ça à adapter ça pour le code source. Il sera pas parfait, mais comme il passe pas sur le code source pour l'instant, il passe volontairement que dans le dossier test, il fait que les tests. On envisage clairement de le passer open source parce que c'est quelque chose que je voudrais partager ça à la communauté pour tous les gens qui disent c'est une grosse marche, et c'est vrai, de faire du cross native, ce qu'on appelle du cross native, c'est-à-dire du natif mais ensemble. Et en fait, cet outil-là peut l'aider. Donc clairement, moi, je défends cette vision-là, et le CTO est pas contre clairement mettre cet outil open source. Je lui ai dit que ça serait une bonne idée. Donc dès que je le peux, dès qu'il sera vraiment une V1 potable, il sera en open source. Et pour tous les gens qui nous écoutent et pour qui ont déjà échangé avec moi, et je leur ai dit, et pour tous les gens qui nous écoutent, je leur dirais qu'il faut pas qu'ils hésitent à communiquer entre iOS et Android. Il y a beaucoup de choses à récupérer dans les deux, beaucoup de bonnes choses. Quand on est développeur iOS, en Swift, il y a beaucoup de trucs cool qu'on pourrait faire si on regardait comment ça serait écrit en Kotlin, et vice versa. D'ailleurs, il y a un meet-up ce soir, je vais regarder Coco Heads. C'est Vincent Pradey qui parle de qu'est-ce qui manque en Swift qui est déjà en Kotlin. Voilà. C'est vraiment, moi j'ai hâte de regarder ça parce que c'est vraiment, pour moi c'est un enjeu d'essayer de mieux comprendre ça. Donc de pas hésiter à parler à nos développeurs homologues d'en face, de la plateforme en face, et de récupérer tout ce qui est récupérable, des informations, de comment ils ont fait ci. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de la même manière, et quand c'est fait de la même manière, quand il y a un point de blocage, on peut toujours dire, je vais aller demander à l'équipe Android comment ils ont fait. Et ils vont pas nous dire, non, on est sur une architecture complètement différente. Donc, quand on commence quelque chose from scratch sur iOS et Android, moi, je recommande clairement d'essayer de faire ça. Même d'essayer de le faire peut-être de manière moins rigoureuse, mais au moins dans les grandes lignes. Et pour ceux qui ont des projets déjà existants, ils ont des architectures différentes, rien ne les empêche, sur des nouvelles fonctionnalités, de se consulter d'un point de vue archi. Parce que peut-être que ça ne pourrait pas être ISO de manière globale, mais peut-être dans ce fichier-là, ça pourrait être conçu de la même manière. Et là, c'est objectif gagné. Parce que quelqu'un qui voudra voir comment c'est implémenté sur l'un sur l'autre, ça sera fait de la même manière. Donc, c'est pas tard pour commencer. Évidemment, c'est plus facile quand on démarre d'une feuille blanche, clairement. Mais c'est pas impossible de démarrer certaines fonctionnalités dans une application existante sur deux choses complètement différentes. Voilà, sur ça. C'est comme si on commençait à migrer sur une nouvelle architecture. Faut le voir comme ça. On va commencer à développer des passerelles. On va commencer à isoler certaines choses. C'est là qu'il faut faire ça. C'est à ce moment-là. Si on commence à être dans cette vision-là, c'est exactement le bon moment. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent discuter avec toi ? Sur LinkedIn. sur LinkedIn. Je suis pas ultra actif sur Twitter, par contre, sur LinkedIn, je suis dispo. Voilà, sur les Slack. Sweet Baguette et Android FR. Voilà, vous l'avez compris. Je suis sur les deux Slack. Donc, qu'ils n'hésitent pas à me parler, à me poser des questions. On mettra les liens en description du podcast et de la vidéo. Voilà. Je diffuserai parce que je l'avais pas fait parce que c'est tombé juste avant le coronavirus et j'avais complètement oublié les slides du meet-up.
Je les diffuserai sur LinkedIn. Donc du coup, pareil, inspirez-vous-en. Si vous avez des questions, commentez. Revenez vers moi sur LinkedIn ou sur les Slack. Voilà, c'est à peu près comme ça que je suis joignable. Hein. Donc voilà, je réponds et c'est un plaisir d'échanger. Voilà. Et ce que je ferai, c'est qu'on envisage de faire un retour d'expérience. Voilà, pour tous ceux qui n'auraient pas écouté le podcast, sur qu'est-ce qu'on a mis en place pour essayer d'améliorer les points négatifs de cette méthodologie. Certains vont être spoilés en disant on a développé ce script-là, mais certains ne le seront pas parce que à l'époque, quand on a fait le meet-up, on l'avait pas fait. Et on a envie de montrer qu'est-ce que ça a pu apporter. Et ça a vraiment beaucoup apporté. On a vraiment gagné des heures et on a vraiment gagné des heures de review. Génial. Merci beaucoup, Chris. De rien. Merci à toi, Lilian. C'était super. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.